La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à notre histoire régionale. Prendre soin de son histoire, c'est se donner les moyens de renouer les liens entre les grands sites et les habitants afin que chacun puisse être fier de son territoire. Avant de nous rendre à Aix-les-Bains, nous sommes ici en plein cœur de l'Auvergne, au domaine royal de Randan, qui fête cette année son bicentenaire. Lionel Sauzade, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le conservateur de ce domaine royal ici à Randan. Pourquoi est-ce qu'on trouve un domaine royal ici? Alors c'est vrai que c'est un peu inattendu. En réalité, en 1821, la famille d'Orléans, qui est une branche de la famille royale française, va acheter cette propriété. C'est un achat un peu inattendu, parce que Randan à l'époque, c'est pas grand-chose, un tout petit village avec un vieux château du XVIe siècle inachevé et à 3 jours de route de Paris, donc assez éloigné de la capitale. Et pourtant, les Orléans achètent ces propriétés et décident de s'y investir. Ils ont apporté quoi exactement dans ce lieu? Il y avait quoi à faire? Ils ont tout construit? À tout. En quelques années, ils vont complètement réhabiliter ce lieu avec l'aide de leur architecte qui s'appelle Fontaine. Et ils vont d'abord restaurer le vieux château et surtout l'agrandir et puis construire les nombreux bâtiments qu'on peut découvrir dans le domaine, c'est-à-dire l'aile des cuisines, la chapelle, une orangerie, des grands communs, etc. Et en même temps, ils vont aménager un immense parc paysager puisque au final, ce parc fera 100 hectares. Voilà. Et comment est-ce qu'on vivait ici? En 1821, donc c'est le roi, futur roi Louis-Philippe et sa sœur Adélie qui achètent cette propriété et ils sont très attachés au confort moderne. Voilà. Donc il veut un lieu évidemment digne de leur rang, j'allais dire, mais surtout très confortable, très moderne. Et donc ça se traduit dans l'architecture du château. Randan est d'ailleurs reconnu pour ça, pour cette modernité. C'est un lieu, on va dire, high-tech, représentatif des innovations techniques, du 19e siècle. Ce domaine, il est resté au sein de la famille? Oui, donc il a appartenu à la famille d'Orléans de 1821 à 1958. Voilà. Mais entre-temps, en 1925, le château a été détruit par un incendie extrêmement violent, même s'il en reste de très beaux et très intéressants vestiges. Et donc en 1958, la dernière du siège de Montpensier décède et ça passe à une famille espagnole, la famille de Huarte. Et cette famille mettra en vente le domaine en 1999. Voilà. Et en 1999, l'État et les collectivités locales, la région, le département s'associent de manière assez exemplaire pour sauver donc du démantèlement ce domaine qui avait été quelques années auparavant classé au titre des monuments historiques. Le public peut venir visiter à partir de quel moment? Alors en général, le domaine ouvre fin avril, voilà, jusqu'à début octobre, et on propose à nos visiteurs, alors on ne peut pas tout voir en une journée, c'est impossible tellement le domaine est vaste, mais on propose bien sûr aux visiteurs de découvrir d'abord l'histoire du site et ses principaux bâtiments, voilà, et de visiter notamment, de rentrer dans la chapelle, de découvrir l'immense salle de cuisine. Elle des cuisines qui fait quand même 1000 m², donc modeste cuisine, voilà, puis d'apercevoir les autres bâtiments du domaine. Et puis on propose aussi une autre visite très différente cette fois-ci, qui est la découverte du musée de la chasse du duc de Montpensier. Avant de visiter d'autres trésors de Randan, direction Aix-les-Bains avec la découverte du Splendide et de l'Excelsior, d'anciens hôtels de luxe qui, vous verrez, ont vu passer eux aussi quelques belles têtes couronnées. Il est considéré à son époque comme un novateur hardi. Alors que les grands hôtels sont situés en centre-ville, l'Italien Gaudens Rossignoli fait construire à la fin du 19e siècle un établissement luxueux sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, le Splendide. On ne savait pas si ça allait marcher, si les gens allaient accepter de sortir de la ville aussi loin pour être à l'hôtel.
Mais ça marchera très très bien, très fort, à tel point qu'il agrandira. Donc en 1906, il fera construire l'Excelsior. Il mourra 2 ans plus tard, en 1908. C'est son fils, Louis Rossignoli, qui a une trentaine d'années, qui est prêt à prendre la relève, qui la prend d'ailleurs avec brio et qui fera construire donc en 1913-14 le Royal. Les 3 établissements reliés à l'époque par une passerelle au-dessus de la route accueillent tout au long de la Belle Époque une clientèle cosmopolite friande de cures thermales. Les palaces attirent même des têtes couronnées comme l'impératrice Sissi en 1895. Au départ, elle devait faire qu'une seule semaine de cure à Aix et finalement elle s'est tellement plu à Aix et au Splendide qu'elle a fait ses 3 semaines, comme tout le monde, c'est toujours la prescription aujourd'hui. L'un de ses grands plaisirs, c'était prendre des bains de lait d'ânesse dans sa baignoire du Splendide. On a également eu le roi Georges Ier de Grèce. Donc lui, c'est l'une des têtes couronnées les plus fidèles à Aix, puisqu'il est venu chaque année quasiment entre 1889 et 1912. L'histoire dit aussi, est-ce que c'est vrai, mais en tout cas qu'un Maharaja ou un émir arabe avait loué tout le premier étage du Splendide, donc qui est déjà l'étage le plus huppé, le plus cher. Et il avait donné comme consigne avant d'arriver, videz-le, enlevez les meubles, les décors. Et donc quand ses serviteurs sont arrivés, ils ont monté les tentes dans les salons. Il était comme à la maison. Quand ils sont repartis avec les tentes, tout ça, on a remis les décors, le mobilier, et c'était prêt pour le client d'après. C'est la magie de la Belle Époque. Après cette période, les hôtels traversent les guerres sans dommages. Alors que la belle société délaisse peu à peu les villes d'eau, Splendide, Excelsior et Royal ferment leurs portes dans les années 60. Le mobilier est mis aux enchères et le bâtiment vendu en lot. Parmi les résidents d'aujourd'hui, Serge Sueur est un passionné de l'histoire des lieux. Il a créé une association pour conserver l'œuvre de Rossignoli. J'ai commencé par acheter un premier petit appartement, puis j'ai lorgné pour acheter celui d'à côté et ainsi de suite. Parce que le problème de vivre dans ces palaces, c'est que ce sont d'anciennes chambres ou d'anciennes suites et qui sont parfois souvent en linéaire, en longueur. Il faut arriver à reconstituer un appartement susceptible de pouvoir recevoir les pièces à vivre, les autres pièces, etc. Avec son association, Serge Sueur se bat pour la restauration et la protection de ces établissements historiques. Il accueille chaque année le public dans le cadre des Journées du patrimoine, un patrimoine précieux et emblématique pour la cité thermale. Nous voici maintenant de retour au domaine royal de Randan. Parmi toutes les belles découvertes que nous offre ce lieu, se cache une curieuse ménagerie dans le musée de la chasse qui propose une collection unique en Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a un musée de la chasse ici ? Et en fait, un des descendants de cette famille d'Orléans, donc les propriétaires du domaine, a été un grand chasseur, on peut même dire un aventurier, puisqu'en fait il a parcouru le monde, il a utilisé sa petite fortune personnelle à assouvir sa passion de la chasse, et qu'il a rassemblé ses trophées de chasse dans le château. Alors, il ramenait donc ces trophées, et après il les mettait, il les exposait, comment ça se passait ? Alors en fait, il envoyait les dépouilles des animaux qu'il avait tués à Londres, et il chargeait un des grands taxidermistes de l'époque, qui s'appelait Roland Ward, de créer des présentations pour ensuite avoir des souvenirs de chasse à son domicile. Et donc ensuite, après la reconstitution, il les mettait en scène, en fait. C'est ça, les présentations, ce qu'on appelle des dioramas. Donc si vous voulez, on reconstitue un semblant de milieu naturel et les animaux vont être présentés dans des situations tout à fait réalistes. On a l'impression qu'ils pourraient se réveiller. C'est vraiment une copie de la nature. Alors vous verrez que parfois, il y a des scènes un petit peu plus théâtralisées. On est bien côté prédation, mise en scène, donc la proie et son chasseur. Et donc ça a vocation à être, c'est le début du musée en fait ? Alors c'est au départ vraiment des dioramas qui sont plutôt réservés aux chasseurs privés, mais finalement comme c'est des présentations très vivantes, ça va beaucoup plaire, et les musées d'histoire naturelle qui étaient plutôt réticents à ce type de présentation parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas très scientifique, ont finalement adopté également ces dioramas pour éduquer les visiteurs. Donc c'est une révolution, on va dire, muséographique à la fin du 19e siècle. Quelles sont les réactions du public quand il vient ici ? Globalement, on peut dire que ce sont des réactions très positives. Surtout les enfants sont émerveillés.
On peut avoir parfois, bon voilà, on a du mal un petit peu à se remettre dans le contexte, à se dire que c'était il y a plus de 100 ans. Et comme aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie, de préservation d'espèces, et parfois, bon, c'est vrai que certaines personnes sont un petit peu plus réticentes. Voilà, mais il faut garder à l'esprit que c'est vraiment le témoignage d'une époque qui est plus la nôtre aujourd'hui. Hein. C'était quand même, voilà, il y a plus d'une centaine d'années. Et quelles sont les pièces phares? Alors on a le tigre évidemment, on a la grande outarde, on a les pitons, hein, vous verrez les pitons dans la partie Asie. Il y a ce côté très réaliste hein, de reconstitution des espèces, mais il y a aussi ce souci esthétique. Et vous verrez parfois même des paysages peints à l'arrière des dioramas. Donc on peut que encourager le public à venir, à pousser la porte. Tout à fait, c'est une collection exceptionnelle en Europe qui n'est pas très connue, il faut vraiment la faire découvrir. Et voilà, venez, c'est plus de 450 animaux qui sont très bien présentés et dans un état aujourd'hui de conservation exceptionnel. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Connaître son histoire, c'est marquer un premier pas vers la construction de l'identité de sa région, afin que chacun d'entre nous se revendique d'un passé commun. Un passé issu de nombreux lieux qui disposent tous d'une dimension historique importante et qui ont contribué à écrire notre histoire nationale. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.